étiré. Bonsoir, encore une fois, merci d'être là très nombreux pour ces conférences qu'organisent les rencontres philosophiques de Monaco. Alors, Souleymane Bachir Diagne figure dans une sélection des 25 grands penseurs du monde entier et des 100 personnalités qui font l'Afrique. C'est en effet l'un des plus notables philosophes contemporains que nous allons écouter ce soir. Dans Le fagot de ma mémoire, il retrace son itinéraire qui le voit naître à Saint-Louis du Sénégal, être éduqué dans l'idée d'un islam à la fois rationnel et soufi, étudier au lycée Van Vollenhoven de Dakar, puis faire son hypocagne et sa cagne au lycée Louis-le-Grand à Paris, dans les traces, presque 50 ans après, de son compatriote Léopold Sédar Senghor, puis intégrer l'école normale supérieure où il suit les cours de Louis Althusser et de Jacques Derrida, obtenir sa licence, sa maîtrise, son doctorat de troisième cycle, avant d'aller enseigner à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis revenir à l'université Panthéon-Sorbonne pour soutenir sa thèse de doctorat en 88 sous la direction de Jean Toussaint de Santi. Philosophie symbolique et algèbre de logique, les lois de la pensée de George Boole. Comme ancien vice-doyen de la faculté de lettres des sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Souleymane Bachir Diagne est nommé en 1993 conseiller pour l'éducation et la culture par le président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, poste qu'il occupe jusqu'en 1999. Son chemin le conduit ensuite aux États-Unis. Il enseigne pendant plusieurs années à l'université Northwestern d'Evanston, dans l'Illinois, et en 2008 est nommé professeur au département de français et de philosophie de l'Université Columbia de New York, où il demeure encore aujourd'hui. On ne se hasarderait pas, bien sûr, à résumer d'un mot la pensée de Souleymane Bachir Diagne, qui est marquée par celle de Sartre, Merleau-Ponty, Althusser, Derrida, De Santi, Senghor, Paula Houghton-Djondi, Achille Mbembe, Felwine Sarrou, et où s'entrelacent philosophie islamique, philosophie africaine, histoire des sciences et logique algébrique. Mais il est quand même assez aisé d'en révéler le chiffre ou le sceau. C'est cet ethos de tolérance et d'ouverture dont la plus belle illustration est le passage de langue à langue ou l'hospitalité de la traduction, et qui lui fait écrire ceci: la diversité des cosmologies, des langages, des sagesses et des connaissances pratiques qu'elles enveloppent fait la riche pluralité du monde, dont il importe qu'elle soit préservée. Le philosophe fait l'éloge de la traduction, de l'extraordinaire pouvoir qu'elle possède de créer une relation d'équivalence, de réciprocité entre les identités, de les faire comparaître, c'est-à-dire paraître ensemble sur un pied d'égalité, en faisant que de langue en langue on se parle et se comprenne. La traduction tisse l'humanisme. La visée du travail même de traduire, de la tâche du traducteur, de son éthique et de sa poétique, est de créer de la réciprocité, de la rencontre dans une humanité commune. Les rencontres philosophiques de Monaco et la Fondation Prince-Pierre ont conjointement attribué à Souleymane Bachir Diagne le prix de l'œuvre en 2024, parce qu'en cette œuvre se trouve justement l'affirmation à la fois d'un pluriel du monde et d'un commun humain contre les identitarismes qui enferment et étouffent les cultures. Je lui passe la parole tout de suite. Merci infiniment, cher Robert. Votre Altesse royale, cher Robert Maggiore, mesdames et messieurs, chers amis, j'ai eu l'occasion il y a quelques mois de remercier la Fondation Prince-Pierre et les rencontres philosophiques de Monaco pour l'honneur insigne qui m'avait été fait en me décernant le prix de l'œuvre des rencontres de Monaco. Et je suis heureux de réitérer ces remerciements, de redire ma gratitude ce soir. Et je suis heureux de vous remercier de votre présence. Alors, pour cette conférence, je suis allé au plus simple, en définitive, en proposant comme sujet 3 concepts qui sont au cœur du propos qui va être le mien. Universalisme, universel et traduction. L'énumération était la manière la plus simple de proposer un sujet. Mais j'aurais pu aussi bien emprunter son titre au livre de mon ami Marcus Messling,
auteur allemand. Ce titre, c'est « L'universel après l'universalisme ». En effet, que l'après-universalisme soit non pas la fin, mais bien le commencement de l'universel, c'est là mon propos de ce soir. Et plus généralement, c'est le propos du travail que j'ai conduit dans mon travail en général et dans les 3 derniers ouvrages en particulier que j'ai publiés ces dernières années sur la traduction. Robert Maggiori l'a rappelé, de langue à langue, l'hospitalité de la traduction, sur mon choix du verbe universaliser plutôt que de l'adjectif substantivé universel, universaliser l'humanité par des moyens d'humanité, et enfin sur les universels du Louvre. Je tiens donc que le post-universalisme, comme on pourrait l'appeler, ce n'est pas le chaos du relativisme, mais bien la possibilité qui s'ouvre de ce qu'Immanuel Wallerstein a appelé un universalisme vraiment universel, ce que le Martiniquais Aimé Césaire a appelé un universel riche de tous les particuliers, ce que le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, dont le nom a été évoqué tout de suite, a appelé une civilisation de l'universel, et enfin, ce que le philosophe Maurice Merleau-Ponty, dont il a été également question, a appelé l'universel latéral. Je reviens sur ces différents concepts. C'est dans son ouvrage « L'universalisme européen de la colonisation au droit d'ingérence » qu'Immanuel Wallerstein a appelé notre époque une époque qui demande un universalisme vraiment universel. L'universel riche de tous les particuliers que j'ai cité d'Aimé Césaire apparaît dans la tonitruante lettre de démission du Parti communiste français qu'Aimé Césaire a adressée à Maurice Thorez en 1956, lorsqu'il a démissionné du Parti communiste français, non seulement pour les exactions qui avaient été commises, on sait bien cette année-là, par l'URSS, avec au moins le silence et l'acquiescence d'une certaine manière du Parti communiste français, mais aussi au nom d'un universel qui serait riche de tous les particuliers et qui ne se confondrait pas avec l'universalisme du communisme ou du Parti communiste français. Senghor utilise l'expression de civilisation universelle dans maints endroits de son œuvre. Et enfin, le philosophe Maurice Merleau-Ponty, que j'ai ajouté à cette énumération, est quelqu'un de très important pour la réflexion qui a été la mienne concernant l'universel. J'ai raconté dans mon autobiographie intellectuelle, Le fagot de ma mémoire, comment je suis arrivé à la rencontre de cette expression d'universel latéral dans les années 80, en lisant paradoxalement une critique de cet universel latéral par le philosophe Emmanuel Lévinas. Voilà donc les différentes formulations de ce que moi-même j'essaye de faire lorsque je parle d'un universel après l'universalisme. Tous ces concepts, universel vraiment universel, universel riche de tous les particuliers, civilisation de l'universel, universel latéral, tous ces concepts partagent de découler d'une même prémisse, la prémisse qui dit que notre temps, aujourd'hui, le temps que nous vivons, marque la fin de cette ère immense qui pourrait être appelée âge de l'universalisme européen. Je viens de citer Emmanuel Wallerstein. Mais aussi de cette seconde prémisse que se présente alors à nous, à la fin de l'universalisme, le chantier que serait l'épanouissement, pour citer encore Wallerstein, d'une multiplicité d'universalismes qui formerait un réseau d'universalismes universels. Voilà une rapide mise en place conceptuelle de ce que j'aimerais faire ce soir. Je ferai 2 remarques.
la première remarque, ce que j'appelle fin de l'universalisme européen, c'est une insurrection du pluriel. L'universalisme européen était une forme d'homogénéisation du monde. Et contre cette idée d'une homogénéisation du monde, il y a eu un moment, sur lequel je reviendrai, d'insurrection du pluriel du monde, qui commande donc que tout universel à venir soit fondé sur le pluriel du monde. Dans le propos de Wallerstein et dans celui de Césaire, mais aussi dans le concept de latéralisme, il y a cette insurrection du pluriel, car le latéral, c'est l'ensemble des cultures humaines. De la même manière, la civilisation de l'universel dont parle Senghor est créée par le pluriel des cultures, à la différence d'une civilisation qui serait, elle, universelle ou qui se voudrait telle. Ma deuxième remarque, c'est que les penseurs coloniaux post-coloniaux, que je viens de citer, et quand je dis les penseurs post-coloniaux, je les appelle tous ainsi, en y incluant aussi bien Maurice Merleau-Ponty, qui, avec Sartre, fait partie des intellectuels qui ont accompagné les décolonisations, mais aussi Immanuel Wallerstein, sociologue américain, qui a commencé sa carrière comme un africaniste. Cela ne se sait pas suffisamment. On sait de lui qu'il est un sociologue de l'économie de l'Amérique du Sud, mais il a commencé sa carrière comme un africaniste. Et je partage avec lui, à plusieurs années de distance bien évidemment, d'avoir dirigé à Columbia University l'Institute of African Studies, l'Institut d'études africaines. Ces penseurs post-coloniaux ne sont pas seulement des militants de leur particularisme, qui seraient alors ipso facto opposés à l'universalisme. La grande opposition qu'on veut établir entre les penseurs du postcolonial ou du décolonial et un universalisme, cette opposition, au fond, ne résiste pas à l'examen précis de ce que les auteurs dits postcoloniaux ont pensé de l'universel ou d'un universel et d'un humanisme pour notre temps. Leur combat n'a pas consisté à décoloniser contre l'universel, mais à décoloniser au nom de l'universel et pour l'universel. Ceux-là ont illustré ce que j'ai cité, ont illustré ce que j'appellerais le postcolonial comme moment philosophique, pour le distinguer d'un postcolonial qui serait un postcolonial de la séparation et qui serait simplement un identitarisme et un binarisme tout entier dans la posture et la performance plutôt que dans l'argumentation. J'explique rapidement cette distinction que j'établis. Le postcolonialisme tel que je l'entends est un moment philosophique au sens où Frédéric Worms a parlé des moments philosophiques. Un moment philosophique, c'est un moment qui définit, qui établit un certain nombre de questions nouvelles, qui renouvelle des questions anciennes, qui apporte des problématiques nouvelles et qui apporte également des démarches pour penser des questions neuves. De ce point de vue-là, nous vivons un moment philosophique qui est un moment postcolonial parce que nous interrogeons pour toutes les questions qui nous concernent la colonialité qu'elle pourrait envelopper. Ceci est un moment philosophique. En revanche, ce que j'appelle parfois aussi une fureur décoloniale, c'est véritablement ce que j'ai indiqué comme étant une posture de rupture et de séparation qui est enfermement dans l'identitarisme et dans le binarisme. Et ce post-colonial, cette fureur décoloniale est souvent une affaire de performance de sa propre identité plutôt qu'échange et argumentation. Cela étant posé, que signifie que notre ère, notre époque, est une époque de la fin de l'universalisme?
Entendons universalisme comme le récit de soi d'une Europe qui se présenterait comme la civilisation qui incarne à elle seule l'universel dans sa culture, dans ses savoirs, dans son organisation politique, dans ses langues. Un tel récit de soi repose, premièrement, sur l'affirmation d'un exceptionnalisme fondé sur une destination philosophique qui mettrait à part des autres une humanité européenne possédant de manière innée une, et là je cite le philosophe Husserl, une entéléchie qui domine de part en part la transformation de la figure spirituelle qu'est cette humanité européenne. Et donc, ce que nous dit là Husserl, c'est qu'en définitive, ce qui distingue l'Europe, ce qui met l'Europe, la province européenne du monde, à part des autres provinces du monde, l'humanité même européenne, c'est l'expression qu'il utilise, l'humanité européenne à part des autres humanités, c'est cette entéléchie, ce télos, cette destination philosophique qui préside aux transformations successives de la figure spirituelle que constitue l'Europe. Il insiste bien sur le fait que l'Europe, pour lui, est une figure spirituelle qui n'est pas enfermée dans la géographie du continent, mais qui est, encore une fois, une réalité métaphysique, spirituelle, avant d'être une géographie. D'ailleurs, ne serait-ce que parce que l'Europe, c'est aussi les différents dominions, l'Amérique, l'Australie, ou les territoires qui ont été peuplés par les Européens. La deuxième affirmation sur laquelle repose ce récit de soi de l'universalisme, c'est l'affirmation d'un droit et d'un devoir européen d'apporter l'universel au reste du monde, justifiant ainsi les conquêtes coloniales. Nous avons donc ces deux visages de l'universalisme, l'affirmation de ce droit à civiliser les autres, à apporter aux autres l'universel dont on est dépositaire et dont on est l'incarnation, et également l'affirmation que cet universalisme de l'Europe tient fondamentalement, de manière essentielle, à sa destination philosophique. Je commence par cette affirmation politique de l'universalisme, telle qu'elle est illustrée par le célèbre discours prononcé en l'année 1884, le 28 mars de cette année pour être plus précis, devant la Chambre des députés française par Jules Ferry, quand il s'agissait pour lui de définir les fondements de la politique coloniale, en particulier ce qu'il considérait être la nature humanitaire et civilisatrice de cette politique coloniale. Il s'agissait pour Jules Ferry de défendre la politique coloniale de la France devant une Chambre des députés qui n'était pas toujours convaincue du bien fondé de l'entreprise et éventuellement, évidemment, de convaincre ce Parlement français de consacrer aux conquêtes coloniales le budget nécessaire. Voici les propos célèbres, tristement célèbres, de Jules Ferry à cette occasion. Je le cite, « Les races supérieures ont un droit parce qu'elles ont un devoir. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Alors, on cite souvent cette parole de Jules Ferry en envoyant aux gémonies, évidemment, Jules Ferry, en disant que c'est là l'expression la plus achevée de cet universalisme, de cette mission civilisatrice qui a été au principe des conquêtes coloniales. Il est bon, lorsque on estime que c'est là une formulation de cet universalisme conquérant, de souligner que ce propos a soulevé des protestations véhémentes à la gauche de Jules Ferry, lorsqu'il l'a prononcé, au nom justement de l'universel de 1789 et de 1848, en lui disant que le propos qu'il avait là tenu revenait à justifier l'esclavage. J'ai tenu à faire cette précision parce qu'encore une fois, il faut éviter de simplifier.
Jules Ferry est aujourd'hui la tête de turc des coloniaux, des post-coloniaux, et son propos de 1884 semble représenter un universalisme qui est la projection d'une France heureuse de partir à la conquête des colonies. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, et il faut regarder ces deux visages de l'universalisme. C'est vrai que Jules Ferry présente la conquête coloniale comme la continuation nécessaire, organique pour ainsi dire, de l'excellence et de l'exceptionnalisme de l'universalisme européen. Mais il y a de l'autre côté, à sa gauche, comme j'ai dit, ceux qui, au nom du même universalisme, condamnent la conquête coloniale. Et donc, dans ce discours, Jules Ferry doit s'y prendre à plusieurs reprises en répétant que les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures, parce qu'on l'interrompt chaque fois qu'il le dit, et il doit répondre ceci aux interpellations sur sa gauche. Je cite Jules Ferry. « Ces devoirs, messieurs », j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de dames dans le Parlement français à l'époque, « ces devoirs, messieurs, ont été souvent... » Ben non, puisqu'elles ne votaient pas, suis-je bête. « Ces devoirs, messieurs, ont été souvent méconnus dans l'histoire des siècles précédents, et certainement, quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique centrale, ils n'accomplissaient pas leur devoir d'hommes de race supérieure. Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, avec grandeur et avec honnêteté de ce devoir supérieur de civilisation. Il est important pour moi de citer ce propos, ce second propos de Jules Ferry, pour manifester la séparation radicale qu'il établit au nom de la conscience de l'universalisme européen entre le colonialisme de 1492 et le colonialisme de, disons, 1830. 1830, c'est l'année de la conquête d'Alger par la France. Et donc, cette première vague de colonialisme qui a eu comme conséquence aussi l'esclavage, la traite atlantique, parce que dès lors que les Indiens avaient été massacrés, il fallait fournir de la main-d'œuvre et on est allé se fournir en Afrique. Et donc, cette manière que Jules Ferry a de découpler, d'établir une distinction radicale entre le colonialisme de 1492 et ses conséquences, en particulier le trafic des esclaves, le trafic triangulaire, et le colonialisme de 1830, cette distinction est importante. D'ailleurs, Jules Ferry ajoutera que la traite des nègres, je le cite, est un horrible trafic et l'esclavage une infamie. On se souviendra qu'on est en 1884 et qu'il y a eu 1848, l'abolition de l'esclavage par Victor Schœlcher. L'universalisme, en quelque sorte, se traduit bien par le colonialisme, mais ne peut pas s'accommoder de l'esclavage. Voilà l'universalisme tel que vu par Jules Ferry en 1884. Jules Ferry, vous le savez, est également le Jules Ferry de l'universalisme de l'école républicaine. Et ici, pour faire le lien entre l'école républicaine et cette conquête coloniale, je voudrais évoquer un enfant de l'école républicaine de Jules Ferry, du nom de Georges Hardy, qui considérera que l'introduction de cette école dans les colonies sera une conquête morale, c'est l'expression qu'il emploie, durable, à la différence de la seule conquête physique. Georges Hardy publie un ouvrage au début du XXe siècle intitulé « Une conquête morale, l'enseignement en Afrique occidentale française ». Il est à ce moment-là directeur de l'enseignement en AOF, en Afrique occidentale française. Et Georges Hardy est d'autant plus convaincu lui-même de la largeur, de la grandeur et de l'honnêteté de l'universalisme porté par l'école républicaine que celle-ci a fait de lui
un fils d'instituteur, un normalien agrégé d'histoire. Et on notera que dans son ouvrage, il opposera sa foi en les lumières de l'instruction apportée au peuple colonisé. Il opposera cette foi aux résistances qu'il rencontre lorsqu'il est directeur de l'enseignement dans les colonies. Une résistance qui vient de ce qu'on pourrait appeler les petits blancs, les Européens installés dans les colonies, en général laissés pour compte dans l'Hexagone, qui se sont retrouvés dans les colonies pour se refaire, comme on dit familièrement. Et Georges Hardy n'a pas manqué de montrer tout son mépris pour ces petits blancs racistes et incultes qui ont essayé de profiter de leur statut pour faire leur chemin dans les colonies. Et ceux-là se sont farouchement opposés à un enseignement qui serait ouvert aux indigènes, disant qu'un tel enseignement, l'universalisme de l'école républicaine, fabriquerait inévitablement alors des évolués, comme on les appelait, comme on appelait ceux qui avaient été à l'école française, lesquels évolués remettraient alors inévitablement en question l'ordre colonial. Ceci est important, encore une fois, pour ne pas simplifier la critique de l'universalisme. Voilà quelqu'un, un enfant de l'universalisme, de l'école républicaine, dans son universalisme, qui estime qu'en effet, il est de son devoir d'assurer la conquête morale des peuples colonisés et qui croit non pas en une infériorité naturelle de ces peuples colonisés, mais en une perfectibilité de l'humanité dans son ensemble. Et donc, pour lui, l'universalisme de l'école républicaine est en effet la générosité même de l'universel, et il oppose cette générosité à l'identitarisme des petits blancs racistes vivant dans les colonies. Première remarque à faire, il ne faut pas non plus idéaliser les choses. L'enseignement de la colonisation, l'enseignement de l'école coloniale n'a jamais été un enseignement ouvert à tous. Ceux qui aujourd'hui justifient la colonisation en disant « mais après tout, on vous a apporté des hôpitaux, des écoles, etc. », ça n'est pas vrai. L'idée d'un enseignement universel n'a jamais été au principe de l'établissement de l'école française en Afrique. Au contraire, il s'agissait toujours, en général, de confiner des élèves sélectionnés à des formations pratiques et utiles. Une telle formation, une formation pratique, était évidemment la formation d'enseignants, mais on orientait très facilement vers les écoles vétérinaires, vers les enseignements pratiques, plutôt que vers une éducation libérale. Deuxième remarque que je voudrais faire, qui est caractéristique de cet universalisme de l'école républicaine. On s'est souvent gaussé de l'expression « nos ancêtres les Gaulois », en disant « mais enfin, comment un instituteur pouvait se trouver devant des élèves frisés d'Afrique centrale ou devant des élèves de Vietnam, etc., et leur dire sans sourciller nos ancêtres les Gaulois ». Mais justement parce qu'il s'agissait de l'universalisme. L'universalisme de l'école républicaine commandait que l'on ait exactement les mêmes cours en France et en Navarre et dans les colonies. L'idée même de dire au Sénégal nos ancêtres les Sénégalais, ou nos ancêtres les Wolofs, ou nos ancêtres les Sérères, et de dire en France nos ancêtres les Gaulois, allait d'une certaine façon contre cet universalisme-là et l'esprit de l'universel. Et par conséquent, on peut tenir qu'en réalité, je l'avais dit il y a quelques années, les seuls descendants des Gaulois, ce sont les élèves de l'école républicaine. J'en viens maintenant à la seconde affirmation. Celle-ci était l'affirmation de l'universalisme dans son côté conquête coloniale, l'universalisme politique pour ainsi dire, et conquérant. J'en viens maintenant à la seconde affirmation, celle qui concerne la construction philosophique de l'universalisme européen.
Et je voudrais ici parler de la critique postcoloniale des Lumières. Encore une fois, dans l'esprit qui est le mien, de revenir sur beaucoup de simplification et un certain simplisme postcolonial. Les critiques les plus radicaux soutiennent que les Lumières sont le contraire de ce qu'elles proclament, qu'elles ne sont pas l'affirmation de valeurs humaines universelles, mais qu'elles portent en elles-mêmes la déshumanisation, celle de l'esclavage en particulier, et l'oppression. Le philosophe Emmanuel Kant en particulier, qui a consacré un essai, comme vous le savez, à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?», est la cible d'une telle critique. On lui reproche ainsi ce qui serait la fausse universalité de l'impératif catégorique d'agir de telle sorte que l'on traite l'humanité, tant dans sa propre personne que dans la personne d'autrui, toujours en même temps comme une fin, et jamais comme un moyen. Kant, en réalité, a surtout été critiqué pour les cours de géographie et d'anthropologie qu'il a dispensés à Königsberg pendant 30 ans, cours qui furent publiés en 1802, 2 ans avant sa mort. Le langage dans ces cours, où il se promène au fond parmi les peuples du monde entier en portant des jugements sur ces différents peuples, eh bien, le langage est indéniablement un langage raciste. Mais on mettra également en regard de ces ouvrages de la géographie ou de l'anthropologie le projet de paix perpétuelle que Kant publie en 1795, qui est véritablement un hymne au droit universel à l'hospitalité. Dans cet ouvrage, Kant insiste sur le fait que ce droit universel à l'hospitalité s'applique au genre humain dans son ensemble. Et l'accent qu'il met sur le caractère cosmopolitique de ce droit universel à l'hospitalité découle du simple fait que les êtres humains dans leur ensemble, ne pouvant s'étendre à l'infini sur la surface sphérique de la Terre, ils doivent la partager ensemble, cette Terre. Car personne, dit Kant, n'avait à l'origine plus de droit qu'un autre d'occuper un lieu particulier. Et Kant précise aussi que les États civilisés, comme il les appelle, font preuve d'injustice lorsqu'ils infligent aux pays et aux peuples étrangers une visite qui est une conquête, qui va, dit-il, jusqu'à l'horreur. Sont ainsi mentionnés de manière explicite l'Amérique et ce que Kant appelle les pays des nègres, les îles aux épices, le Cap, l'Inde orientale. Bref, quand on lit le texte de Kant, on se rend bien compte que le projet de paix perpétuelle est un projet de décolonisation également. Et mon vieux maître, Jacques Derrida, dont il a été question tout à l'heure, a souligné à juste titre dans son séminaire de 2 années sur l'hospitalité, qu'il a souligné à juste titre la nature anticoloniale de cet ouvrage important de Kant et qui est revenu aujourd'hui, qui est beaucoup lu aujourd'hui dans une période où les philosophes savent bien qu'il leur faut défendre la notion d'hospitalité dans un monde où on a pu écrire contre l'empathie. Nous vivons, et je fais une digression ici, nous vivons une époque très curieuse où des ouvrages de l'autre côté de l'Atlantique où je vis ont été écrits qui partagent d'être une dénonciation de l'empathie comme une sorte d'irruption de l'émotion dans la prise de décision et une manière d'offusquer la rationalité qui doit être la nôtre lorsque nous prenons des décisions. Il y a un livre écrit par un psychologue du nom de Paul Bloom qui s'appelle Against Empathy. Il y a un autre livre écrit par un autre psychologue évolutionniste, Gad Saad, qui s'appelle Suicidal Empathy. Et comme vous le savez, cette expression a été reprise par un milliardaire qui rêve d'aller conquérir et coloniser Mars
lequel milliardaire a estimé qu'en effet, l'empathie était la plus grande faiblesse de la civilisation occidentale. Je ferme la parenthèse de cette digression. La raison pour laquelle j'ai insisté sur cet ouvrage de Kant, c'est d'abord que je suis en train de le relire pour la énième fois pour écrire un ouvrage que je dois à mon éditrice présente dans la salle sur l'hospitalité. Il faut le dire, donc, il ne s'agit pas de rejeter l'héritage des Lumières lorsque l'on parle de la critique de l'universalisme et de la fin de l'universalisme. Il s'agit d'abord et avant tout de pluraliser les Lumières et de ne pas les considérer comme l'apanage d'une Europe qui serait ainsi assurée de son exceptionnalisme. Au fond, la question de l'universel, le problème de l'universalisme, c'est avant tout l'exceptionnalisme. Si, comme les définit Kant, les Lumières se ramènent au mot d'ordre, osez faire usage de sa raison, sapere aude, comme il dit en latin. Alors, il faut les comparer aux Lumières d'islam, telles que les ont illustrées, par exemple, le philosophe Ibn Rushd, connu sous le nom de Averroès, ou le philosophe Abu Bakr ibn Tufayl, qui ont tous les deux vécu dans l'Andalousie du XIIe et du XIIIe siècle. Le premier, Averroès, a eu ainsi l'audace de dire que si la révélation semblait en quelque façon contredire la raison, alors il fallait interpréter la première, la révélation, pour en conformer le sens aux exigences de la seconde, sapere aude. Quant à Ibn Tufayl, il est l'auteur d'un roman philosophique, Hayy ibn Yaqzan, qui a justement été accueilli par l'Europe des Lumières comme un témoin des Lumières d'islam. Ce livre, ce roman philosophique, est un conte qu'il a créé. On l'appellerait une Robinsonade sur le modèle de tous ces textes qui racontent l'histoire d'enfants perdus qui sont élevés par des animaux, qui donc vont grandir et sans aucun secours autre que leur raison naturelle, vont en quelque sorte réinventer la civilisation humaine. On peut penser à Tarzan, mais enfin, il vaut mieux penser à Robinson Crusoe. Et ce roman de Hayy ibn Yaqzan, je l'aurais appelé une Robinsonade, s'il n'avait pas précédé de plusieurs siècles, justement Robinson Crusoe. Et d'ailleurs, Hayy ibn Yaqzan, qui a été traduit très vite en hébreu d'abord, qui a été traduit ensuite en latin et qui a été traduit au début du XVIIIe siècle en anglais, on dit de Hayy ibn Yaqzan que sa traduction anglaise aurait été l'inspiration de Robinson Crusoe. Ce serait donc Robinson Crusoe qui serait un haïsme plutôt que Hayy ibn Yaqzan qui serait une Robinsonade. En tout cas, ce roman philosophique, ce conte créé par Ibn Tufayl, a rencontré en Europe, dans l'Europe des Lumières, un intérêt philosophique et théologique considérable dans le monde de l'islam comme dans le monde juif et dans le monde chrétien. Ces traductions en hébreu d'abord, avec au début du XIVe siècle un commentaire de Moïse de Narbonne, en latin ensuite, puis en anglais, lui ont assuré une grande popularité. En 1671, l'orientaliste et spécialiste d'études bibliques Edward Pocock publia une édition de l'original arabe de l'ouvrage avec une traduction latine sous le titre Philosophus Autodidactus. Cette traduction a connu un grand succès, ainsi que celle en anglais, que fit paraître en 1708 un autre orientaliste britannique, le théologien Simon Oakley, qui en a donné une publication en anglais sous le titre The Improvement of Human Reason as Exhibited in the Life of Hayy ibn Yaqzan. Alors, autant ce titre qui parle du développement de la raison humaine, et vous vous rappelez tous ces textes justement des Lumières philosophiques qui sont des réformes de l'entendement humain, tels que manifestés par la vie de Hayy ibn Yaqzan, comme celui qui en latin le présente comme un philosophe autodidacte, montre l'esprit dans lequel
le roman philosophique d'Ibn Tufayl fut reçu comme cette démonstration que la raison naturelle, livrée à elle-même, a le pouvoir de s'élever de la connaissance des choses du monde jusqu'aux plus hautes notions de la religion naturelle. Alors, si j'ai insisté sur ces exemples, sur ce que montrent ces exemples, c'est que d'une manière générale, il s'agit, dans la critique de l'universalisme, de déconstruire l'idée que l'histoire de la philosophie, devenue une discipline à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, est par essence européenne et constitue le caractère exceptionnel de cette province du monde. Parce qu'il n'en a pas toujours été ainsi. L'idée que la philosophie est née d'un miracle grec qui s'est poursuivi dans l'Antiquité européenne, puis dans le Moyen-Âge européen, puis dans la modernité européenne et dans l'époque contemporaine européenne, cette idée n'a pas toujours été une idée acceptée par les philosophes. Les Grecs eux-mêmes n'arrêtaient pas de dire tout ce qu'ils devaient à l'Égypte ancienne, par exemple. Même Descartes, philosophe du recommencement s'il en est, Descartes qui ne supportait pas qu'on puisse envisager même que quelque chose d'antérieur à lui ait pu l'influencer, même ce Descartes a bien dit que la matrice de sa pensée provenait d'une science étrangère, dont il a écrit dans les réguliers ad directionem ingeni, que cette science était non seulement étrangère, mais qu'elle portait un nom étranger, c'était la science de l'algèbre. Donc voilà Descartes lui-même qui n'a pas cette ambition de représenter une philosophie qui serait rien qu'européenne. Cette construction de la discipline, de l'histoire de la philosophie comme discipline, et d'une discipline qui indiquerait que cette philosophie est quintessentiellement européenne, cette construction fut pour l'essentiel, on le sait, l'œuvre de Hegel. Et je renvoie sur ce point au livre remarquable de Catherine Koenig-Pralong, La colonie philosophique, écrire l'histoire de la philosophie au XVIIe et XIXe siècle, où elle montre comment Hegel va construire l'idée d'une philosophie qui est le telos propre de l'Europe dans ses cours, en particulier dans ses cours sur la philosophie de l'histoire. J'ai parlé tout à l'heure de l'année 1830 comme la choisissant comme l'année de la deuxième vague du colonialisme. Rappelons-nous que Hegel donne ses cours sur la philosophie de l'histoire au début du XIXe siècle et au moment, en 1830 justement, pendant ses cours, dit-on, il salue la prise d'Alger par la France en y voyant les prémices de la destination qu'il voyait à l'esprit absolu. Hegel considérait le continent africain dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie. La seule raison pour laquelle il voulait parler de l'Afrique d'ailleurs, c'est que quand vous avez une map monde, l'Afrique est là, au milieu, comme un nez sur la figure. Donc vous êtes obligé d'en parler. Donc voilà, il faut en dire quand même quelques mots. Et Hegel s'empresse de dépecer l'Afrique pour en dire quelques mots. Il procède à une véritable vivisection. Il commence par détacher l'Égypte du continent africain en disant que c'est une civilisation bien trop brillante pour appartenir à ce continent. Ensuite, il regarde le Sahara qu'il considère comme un mur entre deux mondes, un monde nord-africain dont il voit bien que ce monde est baigné par la mer Méditerranée. Et comme la mer Méditerranée, Mare Nostrum, est la mer de toutes les civilisations, cette province de l'Afrique du Nord doit aussi, d'une certaine façon, être détachée du continent africain, être rattachée à l'Europe, mais attention, elle ne peut pas être rattachée à l'Europe à égalité. Elle ne peut être rattachée à l'Europe que comme prolongement colonial de cette Europe, raison pour laquelle il salue 1830 et la prise d'Alger. Quant au reste de l'Afrique, au-dessous du Sahara, il considère que c'est une partie du monde enveloppée, dit-il de manière très poétique, à jamais dans le sombre manteau de la nuit de l'esprit. Or, procéder à la déconstruction de cet universalisme philosophique, c'est simplement rappeler que l'histoire de la philosophie est une histoire de traduction. On connaît l'expression translatio studii, là, pour dire, c'est une expression médiévale,
désignant la transmission, donc la traduction-transmission de la philosophie grecque, des sciences grecques en général, parce que, évidemment, la philosophie, c'était l'ensemble des disciplines, mathématiques, astronomie, tout cela faisait partie de la philosophie. Alors, transmission à qui? Transmission à l'Europe, au reste de l'Europe, aux royaumes européens. Il s'agissait de décider non seulement qui était l'héritier de la philosophie grecque, mais qui était également l'héritier de l'imperium romain, de l'empire romain. La translatio studii était aussi une translatio imperii que se disputaient les capitales européennes. Toujours est-il que le chemin, la trajectoire de la philosophie, la trajectoire de l'universalisme par la philosophie devait être une trajectoire Athènes, Rome, Heidelberg, Londres, Paris, différentes capitales européennes. Et c'est cette trajectoire qui va être construite comme histoire de la philosophie. Eh bien, déconstruire cette histoire, déconstruire cette trajectoire, décoloniser, pour ainsi dire, l'histoire de la philosophie, c'est simplement se rappeler ce que disait de cette même translatio studii quelqu'un comme Roger Bacon au XIIIe siècle, le docteur mirabilis, comme on l'appelait. Il définissait, quant à lui, la translatio studii de la manière suivante. Je le cite. « Dieu a d'abord révélé la philosophie à ses saints et leur a donné les lois. Elle a donc été donnée d'abord et le plus complètement en langue hébraïque. Elle a ensuite été renouvelée en langue grecque, principalement par Aristote, puis en langue arabe, principalement par Avicenne. Mais elle n'a jamais été composée en latin et n'a été que traduite, transférée, le mot latin c'est translata, sur la base des langues étrangères, et les meilleurs textes ne sont pas traduits. » Voilà donc ce que nous dit ici le docteur admirable, c'est que la translatio studii est une transmission à travers différentes géographies, et pas seulement une géographie européenne, et à travers différentes langues, hébreu, grec, arabe d'abord, latin ensuite, et vous voyez le rang qu'occupe le latin. Pour lui, c'est un rang tout à fait secondaire. Alors nous qui avons l'habitude d'avoir une histoire de la philosophie pour l'essentiel en latin, cela nous semble curieux, mais voilà un docteur médiéval, un philosophe médiéval qui estime que l'arabe était infiniment plus important pour l'histoire de la philosophie que le latin. C'est une totale remise en cause de ce trajet, de cette trajectoire unilinéaire Athènes-Rome-Heidelberg, et à la place, nous pouvons voir une trajectoire qui est tout autant la trajectoire de l'histoire de la philosophie issue de la Grèce, même si on s'en tient seulement à la philosophie issue de la Grèce, trajectoire qui serait maintenant Athènes, Nishapur, Bagdad, Cordoue, Fès, Tombouctou, Chingit, Sokoto. Oui, Tombouctou en plein cœur de l'Ouest africain, Tombouctou où au XVe, XVIe siècle, on étudiait la logique d'Aristote dans des poèmes didactiques comme le poème d'Al-Akhdari intitulé Al-Sullam al-Rawanaq, eh bien, avant même que le moindre Européen ait mis pied dans cette ville de Tombouctou, ou Chingit dans le sud mauritanien, Sokoto dans le nord Nigeria d'aujourd'hui. Bref, ce que je veux dire là, c'est que par le biais de l'arabe aussi, la philosophie a parlé des langues qui ont traduit à partir de l'arabe, des langues comme celles qu'on trouve au Mali actuel ou au Nigeria actuel. En 1935, Edmond Husserl, dans sa conférence de Vienne sur la crise de l'humanité européenne, affirmait encore l'universalisme - exceptionnalisme de l'Europe. Il déclarait dans cette conférence qu'il était naturel que l'Inde cherchât à s'européaniser quand il n'y avait aucune raison pour l'Europe de s'indianiser en quelque façon.
En quelque sorte, cette conférence de Vienne reproduisait les conférences, les cours de Hegel sur l'histoire, la philosophie de l'histoire. Quelques années plus tard, quelques années après cette conférence, s'ouvrait l'ère des décolonisations. Et 20 ans après la conférence de Vienne, avait lieu la conférence qui marqua symboliquement la fin de l'universalisme, dont cette conférence de Vienne peut être considérée alors comme le chant du cygne. 1955 est l'année de la conférence de Bandung, organisée par celui qui était à la tête de l'Indonésie à l'époque, Sukarno. Cette conférence va incarner une configuration du monde à venir, lequel monde ne se présente plus désormais comme un centre européen dont la périphérie est le reste du monde. L'Europe n'est plus ce phare qui domine le reste du monde. Nous voyons d'ailleurs aujourd'hui toujours la continuité de cette perte de centralité. Ce que Bandung manifeste, c'est ce que j'ai appelé au début de mon propos, ce soulèvement du pluriel du monde, cette insurrection du pluriel du monde. Nous assistons alors à, en quelque sorte, à un aplatissement de la Terre sur une seule dimension, qui est la dimension de l'horizontalité. Désormais, il n'y a plus la verticalité d'une culture qui se trouverait à la surplombant toutes les autres. Toutes les cultures sont inscrites sur un même plan d'immanence avec l'affirmation d'une égalité radicale de ces cultures et des langues qui les portent. La question devient alors la suivante. Est-ce que ce pluriel du monde, ce que j'ai appelé cette insurrection du pluriel, est synonyme d'un chaos? Les philosophes, comme vous le savez, ont toujours eu peur du multiple. Dès qu'il est question du multiple, il faut très rapidement faire de l'un. Voilà. Dès qu'il y a de la nature, il faut rapidement faire de la culture. Dès qu'il y a du multiple, il faut rapidement faire de l'un. Et il a fallu, au fond, attendre notre époque moderne, probablement. Je ne sais pas ce qu'en penserait Robert Maggiori, mais il me semble qu'il a fallu attendre presque Deleuze pour que l'idée d'un pluriel, d'un multiple qui soit ontologiquement important et qui ne soit pas simplement l'attente d'une unification par l'un, soit véritablement pensée. Bon. En tout cas, la question est celle-là. Est-ce que le pluriel signifie le chaos? Est-ce que, sortant de l'universalisme, on tombe fatalement dans le relativisme? Est-ce qu'entre l'universalisme et le relativisme, il y a place pour quelque chose qui serait peut-être le pluralisme? Est-ce que nous tombons inévitablement dans ce que le philosophe Emmanuel Lévinas a présenté dans son ouvrage « L'humanisme de l'autre homme » comme, je le cite, une sarabande d'innombrables cultures, chacune se justifiant dans son contexte propre. Voilà, dans toute son horreur, l'image du relativisme. Un tel monde aurait besoin d'une orientation, d'un horizon d'universalité. Le monde ne peut pas être simplement ce chaos de cultures juxtaposées, chacune, pour le redire avec Lévinas, se justifiant dans son contexte propre. Mais est-ce qu'il est de l'essence de l'Europe d'être la province du monde qui continuellement doit donner son orientation au monde, justement? Emmanuel Lévinas le pense. Il estime qu'une désoccidentalisation, c'est également une désorientation du monde. Et par conséquent, peut-être faudrait-il séparer cultiver et coloniser, mais continuer de cultiver selon une orientation imprimée au reste du monde par l'Europe. Alors, un universel, pour revenir au début de mon propos, un universel après l'universalisme. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, il faut prendre toute la mesure du scepticisme postcolonial, pour dire le moins, devant tout universel. Aujourd'hui, quand vous dites le mot universel, beaucoup ont envie de sortir le revolver, comme on le disait, de la culture. Le mot lui-même
serait frappé du sceau de la colonialité. On vous dira que l'universel est toujours l'universel de quelqu'un. Si vous tenez à l'universel, c'est mon cas, alors vous êtes soit dupe du colonialisme ou du néocolonialisme, ou alors vous en êtes complice. C'est sur cette question d'un universel en dépit d'eux, un universel en dépit de l'universalisme impérial, que s'effectue le partage entre ce que j'ai appelé au début de mon propos un post-colonialisme qui serait un moment philosophique et un post-colonialisme des identitarismes. Et justement, il est bon de s'aviser que ce post-colonialisme-là, le post-colonialisme des identitarismes, rejoint parfaitement une pensée qu'on peut caractériser comme une pensée d'extrême droite, celle des ethno-nationalismes, des tribalismes et des suprémacismes que l'on voit aujourd'hui prospérer dans notre monde, que l'on voit fragmenter notre monde. Un exemple de philosophe inscrit dans ces fragmentations par des ethno-nationalismes, c'est le philosophe d'une droite extrême, qui est Alain de Benoist. La réponse de la droite à la question posée par Alain de Benoist dans un ouvrage intitulé « Europe, tiers-monde, même combat », un ouvrage qu'il a publié en 1986 et qui avait attiré mon attention au moment où je réfléchissais sur cette expression d'universel latéral. Alors, qu'est-ce que c'est pour lui le pluriel du monde? Le pluriel du monde, c'est une bénédiction. Justement, le relativisme culturel est, je le crois, une notion de droite. Ce nationalisme des identités est une notion qui convenait parfaitement à Alain de Benoist, et c'est ce qu'il explique et indique dans son ouvrage « Europe, tiers-monde, même combat ». Oui, proclamait-il, au fond, établissons une sorte d'apartheid généralisé. Évidemment, il ne l'appelle pas ainsi, c'est moi qui décris son propos de cette manière. Et la raison pour laquelle je le décris ainsi, c'est que le postulat sur lequel reposait l'apartheid, avant même l'affirmation d'une inégalité des cultures, c'était leur différence radicale des cultures en question. L'idée que les cultures sont des insularités et qu'elles doivent le rester. L'idée que les cultures sont incommensurables et ne doivent pas se mélanger. L'humanité en tant que telle est une abstraction. Alain de Benoist le dit en latin, c'est un flatus vocis pur et simple. La notion d'humanité est une pure sommation zoologique d'humanité au pluriel. Et contre la créolisation, Oresco referens, ainsi que contre toute forme d'empiètement culturel ou d'appropriation culturelle, il faut affirmer les personnalités culturelles comme des insularités. Et s'il est trompeur de considérer cela comme une lutte qui serait la même pour la droite, dont de Benoist est l'un des idéologues, et ce qu'il appelle le tiers-monde, ce que l'on appellerait aujourd'hui le Sud global, il convient de noter qu'un post-colonialisme identitaire peut en effet se reconnaître dans ce même type de glorification nationaliste de l'incommensurabilité des cultures. Les nationalismes qui fleurissent aujourd'hui sur tous les continents, tant au nord qu'au sud, contribuent tous autant qu'ils sont à faire de notre monde un monde fragmenté, un monde de tribalisme, un monde, encore une fois, d'apartheid généralisé. C'est ce qui me ramène, pour m'acheminer vers ma conclusion, au concept d'un universel latéral, tel que Maurice Merleau-Ponty l'oppose à un universel de surplomb. Ce concept, nous dit Maurice Merleau-Ponty, peut être appréhendé à travers le prisme de la traduction. Il établit une comparaison avec le fait d'apprendre une autre langue. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un universel latéral? Que signifie que des cultures placées côte à côte sur un même plan d'immanence, donc il n'y a plus la dimension de la verticalité, communiquent quand même entre elles, ne sont pas incommensurables, mais au contraire peuvent forger ensemble du commun contre l'incommensurable. C'est, nous dit Merleau-Ponty, la même chose que pouvoir apprendre une autre langue
à partir de sa langue maternelle ou de sa langue première. La traduction est en effet ce qui prend pleinement en compte la diversité des langues humaines, ce que les philosophes de la traduction appellent le problème de Babel, en même temps qu'elle parle de la possibilité d'organiser la rencontre de ces langues en traduction. Vous le savez, en philosophie de la traduction, en général, on évoque toujours la malédiction de Babel comme étant la description de notre condition humaine. Il est vrai que notre condition humaine, c'est que nous sommes séparés par les langues que nous parlons, elles sont différentes, elles sont multiples, et par donc les cultures que portent ces langues. Mais il y a la traduction et la possibilité d'organiser la rencontre des langues en traduction. Le philosophe Paul Ricoeur souligne que les humains ne sont pas simplement des animaux qui parlent, ce sont des animaux capables d'apprendre à parler une langue autre que celle dans laquelle ils sont nés, c'est-à-dire leur langue maternelle. Ceci est capital. Ce n'est pas simplement la propriété de l'humain de parler, ce n'est pas simplement le langage qui est la différence spécifique de l'humain, c'est la capacité justement de ne pas être enfermé dans la langue dans laquelle on est né. On est dans une langue, mais on a toujours la possibilité d'en parler une autre. L'humain étant un animal qui traduit et par là même un animal qui peut faire l'expérience du décentrement. La traduction est en effet une machine de guerre contre l'incommensurabilité parce qu'elle est apprentissage du décentrement. Elle est donc à la fois la reconnaissance de l'intraduisible et la possibilité toujours ouverte de traduire. Comme l'écrivait le même Paul Ricoeur, je le cite, « Malgré l'hétérogénéité des idiomes, il existe des bilingues, des polyglottes, des interprètes et des traducteurs. » Autrement dit, il est bien évident que nos langues nous inscrivent, pour le dire dans le langage de Merleau-Ponty, nous inscrivent dans la chair du monde de manière différenciée. Même pour deux langues très voisines, comme le français et l'anglais. J'ai le sentiment, quand je passe de l'une des langues à l'autre, au fond d'une forme de décentrement. J'ai le sentiment que ma relation à ce que je dis et ma relation au monde dont je parle et d'où je parle est différente. A fortiori d'ailleurs, quand on parle des langues qui sont séparées sur le plan linguistique, qui n'appartiennent pas à la même famille de langues, quand on sort des langues indo-européennes en particulier, caractérisées par l'usage du verbe être pour l'attribution des prédicats à des sujets, à des langues qui ne sont pas des langues indo-européennes et où le verbe être n'a pas le même usage. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a de la traduction. On arrive toujours à faire en sorte que ce qui s'est créé et pensé dans une langue trouve hospitalité dans une langue qui reçoit ce contenu. Et à propos des langues, on peut en effet dire que d'une certaine façon, aucune langue n'est traduisible, mais qu'au bout du compte, toutes les langues le sont. Et peut-être que le concept qui nous explique cela le mieux est le concept que nous devons à Édouard Glissant, d'opacité ouverte. De ce point de vue-là, les langues sont des opacités fermées sur elles-mêmes, mais en même temps, ce sont des opacités ouvertes à la relation, comme dirait Édouard Glissant. La traduction en tant que figure de l'universalisme latéral est donc ce qui nous donne, rappelons-nous, la littérature universelle. Et ce n'est pas une coïncidence que la notion de littérature universelle, Weltliteratur, ait été un concept inventé par un poète, un traducteur et un philosophe de la traduction comme Goethe. Et Umberto Eco l'a dit, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Et chaque fois que je cite cela, j'ajoute toujours que le philosophe, poète, écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o a dit mieux. Il a dit que la langue des langues, c'est la traduction. Je vais conclure maintenant rapidement sur ce que j'ai appelé l'universel en tant que pratique, le fameux verbe universalisé
que j'ai préféré comme titre de mon livre à l'adjectif substantivé universel. J'ai fait ce choix en référence à Alioune Diop, Sénégalais fondateur de la Maison Présence Africaine, de la revue Présence Africaine, puis de la Maison d'édition Présence Africaine et de la librairie Présence Africaine sur la rue des Écoles, et Léopold Sédar Senghor. Le Sénégalais Alioune Diop a formulé les choses de cette manière. Il s'agit de décoloniser, de désoccidentaliser selon ses propres termes, le même verbe utilisé plus tard par Emmanuel Levinas. Mais décoloniser ou désoccidentaliser, dit-il, ne signifie pas décoloniser contre l'universel, mais universaliser. Il s'agit de décoloniser pour universaliser, et il ajoutait, pour universaliser, il est crucial que tous soient présents à l'œuvre créatrice de l'humanité. Être tous présents, cela signifie s'adresser à l'universel qu'est l'humanité elle-même et qui est une réalité qui reste à construire. Edgar Morin, qui vient de nous quitter, disait qu'il fallait surmonter l'impuissance de l'humanité à être l'humanité. Visez donc l'humanité comme Jean Jaurès nous y exhortait. Cet impératif n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Et c'est cet impératif qui nous commande de sortir de ce que j'ai appelé ce post-colonialisme des identitarismes et des binarismes. C'est d'ailleurs la démarche qu'effectue Dipesh Chakrabarty, connu pour son livre, surtout pour son livre « Provincialiser l'Europe ». C'est la démarche qu'il effectue dans la nouvelle orientation de sa réflexion sur la planète. Réflexion qui a été d'abord annoncée par un article qu'il a publié intitulé « Post-Colonial Studies and the Challenge of Climate Change ». Et c'est cet article qui est devenu la matrice de son livre, je traduis en français maintenant, « Après le changement climatique, penser l'histoire ». Ce que nous dit Dipesh Chakrabarty, c'est que la pensée de notre planète doit nous sortir de la simple réflexion concernant nos différences anthropologiques. Nous devons dépasser cette simple prise en compte de nos différences anthropologiques pour accéder à une véritable pensée planétaire qui conduise à embrasser la nécessité d'une humanité qui, dans son unité, in its oneness, dit-il, puisse agir en tant qu'agent politique. L'idée que la nécessité de l'universel et la nécessité de la constitution de cette humanité, la nécessité de surmonter l'impuissance de l'humanité à être l'humanité parce que le défi que nous affrontons nous le commande et que ce défi nous commande d'être un agent politique de changement. Nous sommes déjà un agent aveugle, nous dit Dipesh Chakrabarty, puisque nous sommes devenus tous ensemble une force géologique, au même titre que les forces géologiques qui ont fait disparaître les dinosaures de notre planète. Il est à craindre que les prochains dinosaures, ça soit nous. Sauf si nous pouvons être cette humanité qui, dans son unité, pourra agir en tant qu'espèce et qu'en tant qu'agent politique. Nous avons découvert désormais notre agentivité géologique pour notre malheur. Il est temps que nous découvrions également notre agentivité politique pour au moins pouvoir réparer notre planète, comme nous y invite Étienne Balibar lorsqu'il appelle à une cosmopolitique de l'espèce humaine. Je vous remercie infiniment.
Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Merci beaucoup. Oui, vous avez eu une très très belle phrase dans une interview que vous avez donnée, où vous avez dit « Il n'y a jamais eu encore d'universel, c'est le moment de l'inventer ». Alors, c'est une phrase très belle. Et puis, vous avez dit, évidemment, avec beaucoup d'humour aussi, que c'était volontairement un peu provocateur. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais encore d'universel. C'est vrai, finalement, il y a cet universel de surplomb dont parlait Merleau-Ponty qui a eu lieu. Mais c'est vrai que l'universel latéral dont il parle, c'est quelque chose qui est encore effectivement à inventer et qui va justement complètement à l'encontre des identitarismes, de tous ces réflexes identitaires qui étouffent la société, la communication, les rapports des uns avec les autres. Donc il y a un véritable élan dans cette phrase, et comme vous l'avez dit aussi, c'est justement le moment, parce que tout le monde est autour d'une même table, avec effectivement dans une équivalence parfaite, que cette fameuse question de l'universel se pose. Donc c'est une phrase qui est vraiment avec un très très bel élan vers l'avenir. Donc voilà, ça m'a beaucoup touché. Voilà. Je vous remercie infiniment, Monsieur Valéry. Et effectivement, il y avait quelque chose de provoquant quand j'ai dit c'est le moment de l'inventer. Mais en fait, oui, c'est une manière de reprendre ce qui a été le propos de Senghor. Quand il dit il importe que tout soit présent à l'œuvre créatrice de l'humanité, Senghor ajoute 7 fois l'idée que tous n'étaient pas présents. Autrement dit, l'universel ne peut commencer véritablement que si tout le monde, pour reprendre votre image, est autour de la table. Et vous savez d'ailleurs, c'est d'une certaine façon ce qui s'est produit pour la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Évidemment, en 1948, beaucoup d'États étaient encore colonisés. Le continent africain, la plupart des États, la quasi-totalité des États africains étaient sous régime de protectorat ou régime colonial. Les seuls États indépendants qui ont assisté d'ailleurs à la rencontre qui a produit la Déclaration universelle, c'était l'Éthiopie, qui n'a jamais été colonisée, le Libéria, qui ne l'a jamais été non plus, la Sierra Leone aussi. Mais leur simple présence suffisait symboliquement à faire d'eux, en quelque sorte, les représentants du continent. C'est donc comme si, au fond, à la différence de la déclaration de 1789, qui est une déclaration française, à la différence de la déclaration de 1776, qui est une déclaration américaine, la déclaration universelle était, elle, véritablement universelle. Quand on regarde d'ailleurs dans le détail comment cela s'est passé, c'est une aventure extraordinaire qui, en effet, donne consistance à ce latéralisme. Voilà des États qui sont ensemble, qui ne s'entendent pas, qui ont des cultures totalement différentes, où les langues différentes favorisent tous les malentendus possibles et imaginables. On se chamaille beaucoup, on ne se comprend pas, etc. Et pourtant, au bout du compte, sort ce texte, ce document magnifique qui a l'air d'avoir été toujours frappé du sceau de l'éternité et qui devient universel. On a failli l'appeler déclaration internationale. Ça aurait été un grand désastre. C'est René Cassin qui a insisté pour dire universel, et il avait raison. L'universel était sorti d'universel transcendé, pour ainsi dire, les différentes nations.
parce que ces nations s'étaient mises ensemble autour de la table, même si, encore une fois, l'ensemble du monde n'était pas présent. Mais nous avons ce modèle-là. Nous avons ce que nous essayons de faire aussi avec les COP. J'ai terminé sur l'universel de l'humanité comme un agent politique face aux défis du changement climatique. Eh bien, c'est ce que nous essayons de reproduire avec les COP. Malheureusement, dans le monde fragmenté qui est le nôtre, ça n'est pas simple. Le multilatéralisme, comme on le sait, est fortement chahuté aujourd'hui. J'ai eu le bonheur, il y a quelques semaines, de rencontrer le haut-commissaire aux droits de l'homme à Genève, qui m'avait invité à Genève parce qu'il m'avait fait l'honneur et l'amitié de lire mon livre Universalisé. Il voulait que nous ayons une conversation en public à Genève. Et quand on a parlé justement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il a dit, si le même document, on devait le resigner aujourd'hui, il ne le serait pas. Et c'est vrai, c'est un constat terrifiant, mais en effet, aujourd'hui, on ne pourrait pas s'entendre sur le même document qui a été signé en 1948. Et donc, il est de la responsabilité de tous d'accompagner cette exigence que l'universel advienne et que cette marche vers l'humanité s'accomplisse. Il est de la responsabilité des philosophes en particulier. C'est notre boulot d'être des fonctionnaires de l'humanité. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre conférence éclairante. J'ai une question concernant ce que vous avez appelé la performance de l'identité, de son identité. Et en fait, j'aimerais lier cette question à la question de est-ce que disons, la posture post-coloniale, disons, fragmentée, est-ce que vous considérez qu'elle n'est pas nécessaire ou qu'elle est un moment nécessaire pour faire advenir l'universel après l'universalisme, ou est-ce que, et auquel cas ce serait un universel après le post-colonial, ou est-ce que l'universel après l'universalisme peut faire l'économie de cette critique dans peut-être des postures de performance de l'identité Voilà. Non, je vous remercie infiniment. Et c'est une question importante. Ce que j'ai essayé de faire et de dire, au fond, c'est qu'en effet, cette critique de l'universalisme, il faut la mener. Il faut la mener d'une manière qui restitue à cet universalisme toute sa complexité. C'est ce que j'ai essayé de faire en revenant sur ce discours pas si connu, pas si bien connu de Jules Ferry, parce qu'en général, quand on le cite, c'est pour le vouer aux gémonies, et on ne cite pas les réactions qu'il y a eu contre ce discours, on ne cite pas les tensions, les lignes de force qui se sont manifestées, et qui ont été des manières différentes de comprendre l'universalisme, justement. Il m'a semblé qu'il fallait mettre cela sur le tapis. De la même manière, il fallait complexifier aussi l'idée d'un universalisme porté par l'histoire de la philosophie, etc., pour que la critique elle-même de l'universalisme soit une argumentation, une réflexion, parce que s'il faut marquer la fin d'un universalisme de surplomb pour demander, pour mettre en chantier un universel latéral, il faut bien savoir, au fond, ce que l'on critique dans l'universalisme. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, pour expliquer cette notion de performance, nous vivons une époque où l'argument le plus courant est le degré zéro de l'argumentation, qui est l'argument ad hominem. Vous savez que dans la liste des arguments, il y a l'argument ad hominem, où en réalité, on pointe du doigt celui qui a tenu tel propos. Et ce que j'appelle performance, c'est la transformation de ce qui devrait être un espace public d'échange, de dialogue, d'argumentation et de contre-argumentation, pour évoquer la mémoire de quelqu'un d'autre qui vient de nous quitter, décidément, ils s'en vont tous, Habermas. Eh bien, si vous substituez à cela une juxtaposition de performance, vous avez le monde dans lequel nous vivons. Tu as dit ce que tu as dit parce que tu es ceci. Ou bien, en sens inverse, je peux moi-même, au fond,
appuyer mon propre argument comme en faisant un argument ad hominem. Je vais dire ce que je vais dire, et puis si tu n'es pas un homme noir d'1,80 m, tais-toi, tu n'as rien à dire de ce que je viens de dire. Et voilà ce en quoi cette fragmentation que nous faisons subir à ce qui devrait être un espace public, une agora, et qui n'en est plus une, qui n'est plus une agora, parce qu'au lieu d'échanger des arguments, on pointe les identités des uns et des autres. C'est ça le drame de l'identitarisme. Enfermer, lester tout discours possible sur l'identité de la personne qui tient ce discours-là, soit d'une manière défensive, qui consiste à dire si vous n'avez pas la même identité que moi, taisez-vous sur ce que je dis, ou bien alors vous ne dites ce que vous dites que parce que vous êtes ceci ou cela. Donc une manière de mettre hors jeu un discours au lieu de l'affronter. Et voilà, c'est une forme de défense au fond, la défense du multilatéralisme, du latéralisme de l'universel, c'est une forme de défense à la notion d'espace public, de cette notion sur laquelle notre discipline, la philosophie, s'est construite, de l'agora. Les arguments que l'on met au milieu. Alors, ça ne veut pas dire évidemment qu'un discours ne soit pas situé, qu'un discours soit toujours situé et qu'on parle toujours d'un certain lieu. Cela est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est la volonté de faire en sorte que ce que l'on dit en philosophie se dise dans l'élément de l'universel. Si nous n'avons plus cette visée de l'universel, si nous n'avons plus cet horizon d'universalité à forger ensemble, tous autour de la même table, tout est perdu. Merci infiniment. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette conférence riche et stimulante. Lorsque cet universalisme atteindra le monde, comment cela sera perçu selon vous? Ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple. Alors, est-ce que déjà nous allons produire un universalisme qui va ensuite se déplacer vers le reste du monde? Bon. Ou bien, est-ce que l'universel, ce sera justement le fait d'être ensemble déjà et d'universaliser ensemble? Voilà. Je répondrai à votre question, qui est une question importante, en revenant sur ce verbe universaliser qui fait de l'universel une pratique d'universalisation, plutôt qu'un objet qui serait alors, à ce moment-là, un objet à répandre dans le reste du monde. On peut dire, en effet, que les résultats seront des résultats, en gros, qui iront idéalement, qui seront reconnus par toute la Terre. Et on sent bien qu'aujourd'hui, au fond, nous avons besoin, d'une certaine manière, de remettre en chantier ce qui s'est fait en 1948, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a, depuis cette Déclaration universelle des droits de l'homme, une évolution des droits. Des droits nouveaux ont été conquis qui n'étaient pas nécessairement dans l'esprit de ceux qui se sont réunis en mettant en place ces déclarations universelles des droits de l'homme. On peut considérer que ces droits nouveaux, au fond, peuvent parfaitement s'inclure dans les articles qui ont été ainsi votés, acceptés, etc. Mais peut-être que les choses iraient mieux en les disant de manière plus claire. Et donc, voilà une sorte de pratique d'universalisation possible qui ferait en sorte que, d'emblée, si vous voulez, l'humanité dans sa totalité serait concernée. Voilà pourquoi je dis et répète, j'ai répété un certain nombre de fois, que le premier universel, c'est l'humanité elle-même. C'est cela qu'il s'agit de construire. Et souvent, d'ailleurs, pour évoquer cela, j'évoque l'humanisme, cet humanisme africain d'Afrique du Sud porté par le mot bantou de Ubuntu. J'aime beaucoup parler de ce mot parce que ce mot, la meilleure traduction de ce mot, si on comprend bien ce qu'en explique Desmond Tutu en particulier, c'est faire humanité ensemble. Agir ensemble pour nous constituer comme une humanité. Surmonter, pour revenir à la citation d'Edgar Morin, surmonter l'impuissance de l'humanité à être humanité. Je crois que cette idée que c'est là le premier universel et que universaliser, ça consiste d'abord à donner une réalité
à l'humanité en tant qu'humanité, contre les identitarismes et l'affirmation de l'incommensurabilité de nos cultures et de nos langues, cela permettrait au fond de franchir et de résoudre cette difficulté que vous avez soulevée par votre question, dont je vous remercie infiniment. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous ne pensez pas, au vu de la situation actuelle, que c'est un peu idéaliste et que en fait, universaliser, ce ne sera pas forcément possible un jour? Idéaliste, certainement. Utopie, certainement. Le monde tel qu'il est aujourd'hui semble nous indiquer qu'en effet, l'homme est un loup pour l'homme. Et j'ai évoqué tout à l'heure, en une parenthèse, cette atmosphère incroyable dans laquelle nous vivons, où on peut écrire des ouvrages contre l'empathie. L'idée même de s'attaquer à la notion d'empathie. L'empathie, c'est ce qui ouvre les cultures et les humains les uns sur les autres. Et donc, c'est véritablement la fermeture de la possibilité de s'ouvrir à l'autre. Et cette guerre qui est menée contre l'empathie est une philosophie du tribalisme, et c'est devenu même une théologie, parce que vous avez une véritable théologie contre l'empathie. C'est ce fameux texte médiéval qui est évoqué par les droites extrêmes qui se disent chrétiennes, nationalistes, ce fameux ordo amoris, l'idée que l'amour, ça doit s'ordonner. Donc il faut commencer par aimer sa famille, et puis on aimera ses voisins, et puis on aimera son clan, et puis on aimera ses concitoyens. Et s'il nous reste encore une capacité d'aimer, peut-être qu'on va se tourner vers le reste du monde. Cette idée qu'il s'agit d'aller par cercle concentrique, etc., c'est une idée terrifiante. Et il y a une théologie aujourd'hui qui se construit sur cette notion-là, qu'en définitive, et qui explique en effet pourquoi l'empathie peut être considérée comme une faiblesse. Et ce n'est pas d'ailleurs un hasard si le pape François, puis l'actuel pape Léon, j'allais dire, sont montés au créneau. Ce n'est pas très respectueux parlant de pape, mais donc on va dire, ont sonné l'alarme, se sont alarmés de ce discours-là et ont défendu une conception de l'Évangile qui est une conception qui affirme la précédence de l'humanité. L'humanité, ce n'est pas ce qui reste quand on a épuisé sa capacité d'aimer en commençant par sa famille. Au contraire, l'humanité devient le principe même d'aimer, le principe même d'amour. Et ceci a été dit théologiquement par les papes, ceci a été dit philosophiquement par quelqu'un comme Bergson, par exemple, qui disait qu'en effet, nous avons un instinct de tribu qui fait que j'aime mieux, comme l'avait dit quelqu'un de célèbre, mes filles que mes nièces que mes cousines, etc., etc. Bon, naturel, instinct de tribu. Mais nous avons aussi, en tant qu'humains, la capacité de tricher avec l'instinct et de construire par la raison philosophique et par la religion, on l'a dit, cette notion d'humanité dans laquelle, nous dit Bergson, on saute d'un bond et non pas en élargissant les cercles concentriques de nos différents amours. Voilà qui relie d'ailleurs votre question à celle qui a précédé encore. Alors maintenant, est-ce que cela est idéaliste? Oui. Est-ce que cela semble impraticable aujourd'hui? Certainement. Mais quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative? S'abîmer dans le scepticisme et dire à quoi bon? Ou bien penser qu'en effet, il faut se battre pour l'empathie. On vit une époque où la simple affirmation de la fraternité devient une résistance. Vous savez, les rues des États-Unis pendant longtemps ont été, ces temps derniers, envahies par des hommes masqués, des milices masquées qui attrapaient des gens et les déportaient. Les chiffres avaient dit d'abord qu'en effet, la majorité de la population était contre l'immigration, contre le migrant, surtout si le migrant est plutôt sombre de peau et plutôt musulman. Mais il y a eu une réaction.
Et quand les gens se sont rendus compte que cela signifiait venir chercher votre voisin, celui qui fait du covoiturage et qui amène ses enfants avec vos enfants. Vous n'avez jamais réalisé qu'il n'avait pas les papiers nécessaires. Mais vous savez que c'était un bon père, un bon mari, et qu'il amenait ses enfants en même temps que les vôtres au football ou à l'école, etc., et que les ministres peuvent venir le chercher. À ce moment-là, vous vous êtes mis à, comme au Minnesota, voisiner. Le Minnesota a inventé un mot magnifique, le verbe neighboring, to neighbor. Neighboring, la traduction, une bonne traduction serait en français voisiner. Être un bon voisin, si on veut une périphrase. Et des gens ordinaires se sont mis à jouer du sifflet pour avertir qu'il y avait des milices, etc. Bref, la réaction de l'humain est une chose sur laquelle on peut toujours compter. Il est impossible de demander à l'humain de se fermer à l'autre humain. L'hospitalité, l'empathie sont constitutives de notre humanité parce que nous sommes ainsi faits que nous reconnaissons la vulnérabilité et nous reconnaissons que nous avons besoin de répondre à cette vulnérabilité. Voilà qui fera que, au bout du compte, ultimement, même si l'homme n'est pas forcément un ange, il ne sera jamais, me semble-t-il, un loup pour l'homme. Et donc, les motifs d'espérer apparaissent ici ou là, et les petits ruisseaux pourront devenir de grandes rivières pour être un peu... pour tomber dans la banalité. Merci beaucoup. Vincent Cespedes, merci pour cette conférence plaisante, séminale et anxiolytique. Ça calme, ça fait du bien, on a l'horizon qui s'ouvre et vous rejoignez effectivement ce qu'on pourrait appeler l'humanisme. Et ma question porte là-dessus justement. Vous avez, quand vous expliquez l'universel auquel vous aspirez, vous utilisez souvent le mot humain, humanisme, et j'ai l'impression que ce que vous venez de dire justement sur la déclaration la déclaration de 1948, précisément en préférant celle-ci à 1789, et je vous provoque un tout petit peu pour faire la discussion, mais en toute courtoisie, vous mettez un peu entre parenthèses ce qu'on appelle en philosophie le négatif. Il n'est pas question d'aliénation, il n'est pas question d'exploitation. Alors vous avez cité Musk et tous les anti-humanistes de la Terre, mais face à eux, est-ce que l'universel auquel vous aspirez n'est pas une forme d'angélisme? Que faire du négatif? Que faire de la guerre? Que faire de la colonisation réelle? On a l'impression, à vous entendre, que le bon sentiment suffirait. Je vous provoque bien sûr, je sais que vous êtes un combattant en tant que philosophe aussi, mais j'ai envie de voir cette facette, parce que dans un monde, et vous parlez ici dans un pays où on va vers le racisme et on va vers l'intolérance, et il faut voir les sorts réservés, que ce soit avec les scandales sexuels qui pleuvent ou les migrants, le négatif est là, la violence est là. Et face à la violence, quelle possibilité de combat à l'universel? Et pour étayer ce que je veux dire, il s'est passé un truc entre 1789 et 1948, c'est que 1789 considérait comme un droit absolu la résistance à l'oppression. Et cette résistance à l'oppression a disparu en 1948. Et donc, qu'en est-il de la résistance à l'oppression? Merci beaucoup. Merci, je vous remercie infiniment. D'abord, effectivement, l'affirmation de la finalité humaine peut sembler un angélisme tant que l'on n'a pas précisé une chose, c'est que cette visée elle-même est nécessairement un combat contre tout ce qui l'empêche. C'est cela qu'il faut ajouter. J'ai cité par exemple Senghor et sa foi en une civilisation de l'universel. Eh bien, le même Senghor a dit que cette civilisation de l'universel demandait un combat contre les inégalités à l'intérieur des nations et entre les nations. Et pour lui, le combat principal d'ailleurs était à mener contre l'inégalité, ce qu'il a appelé la ligne d'injustice partageant le Nord et le Sud. Et il a également ajouté que cette ligne d'injustice n'était pas seulement économique, ce n'est pas simplement un Nord développé et un Sud sous-développé,
que cette ligne d'injustice était d'abord fondée sur le mépris culturel. Autrement dit, l'exigence, la réponse au monde qui était celui dans lequel il vivait, qui était le monde colonial, un colonialisme qui allait vers sa fin, en tout cas une fin politique, disons, avec l'accession des États à l'indépendance, n'empêchait pas la lucidité sur le fait qu'en effet, cette vision qui était la sienne ne pouvait avoir de sens que si on tenait compte également de la lutte contre les inégalités. Et d'ailleurs, celui que je cite sur cette visée de l'humanité, Jean Jaurès, disait que cette visée s'identifiait au socialisme. Et le socialisme, pour lui, c'était aussi un combat contre les inégalités. Donc, nommer la visée devrait être aussi, en même temps, nommer ce contre quoi il faut établir cette visée. Cela étant, vous avez aussi 1000 fois raison de rappeler que les principes, une fois énoncés, ne sont pas nécessairement suivis des faits. 1789, ou alors la Déclaration des droits de l'homme, ce n'est pas exactement 1789, c'est 1792, je crois. Ou c'était tout de suite 1789. Voilà. En tout cas, la première conséquence qu'on en tire, c'est que l'esclavage est aboli. Moyennant quoi, Napoléon, représentant de l'universel pour notre philosophe Hegel, va rétablir l'esclavage en utilisant le même principe que Aristote avait énoncé lorsqu'il disait que, ma foi, les esclaves sont nécessaires tant que les navettes n'iront pas toutes seules, on aura bien besoin du travail humain. Mais voilà, par exemple, une manière de dénoncer universellement un principe et de s'accommoder immédiatement après, presque immédiatement après, de sa négation. Et donc, le pays qui, paradoxalement, lui, va croire en cet universel, c'est un pays qui a été un pays construit sur l'esclavage, qui est Haïti. On oublie toujours que Haïti avait et a jusqu'à présent la même devise que la France: liberté, égalité, fraternité. Haïti avait déclaré, au fond, lorsque l'esclavage a été rétabli, c'était une manière pour lui de dire: vous dites liberté, eh bien de la liberté, nous savons quelque chose. Vous dites égalité, eh bien de l'égalité, effectivement, aussi, nous sommes demandeurs. Et vous dites fraternité, eh bien la fraternité, c'est nous qui la construisons. Et donc, cette manière que Haïti avait d'être en miroir de la Révolution française, la Révolution haïtienne, qui a payé au prix fort, d'ailleurs, son indépendance, comme on sait. Le monde de l'époque s'est parfaitement coalisé pour faire payer à Haïti le salaire qu'il fallait verser pour la libération des esclaves. Il n'en demeure pas moins qu'Haïti, à ce moment-là, était le pays porteur de cet universel que ceux qui avaient rétabli l'esclavage avaient bafoué après l'avoir proclamé. Et donc, vous avez 1000 fois raison, en effet, de dire que les déclarations n'y suffisent pas. Et c'est un peu aussi la raison pour laquelle il faut insister sur la pratique d'universalisation. Et il est important, évidemment, que tous soient présents à l'œuvre d'édification. Mais nous rappeler qu'en effet, il ne s'agit pas de se mettre ensemble et de chanter Kumbaya, mais de faire en sorte qu'en effet, tout ce qui s'oppose à l'humanité comme principe, à l'humanité comme agent politique, au cosmopolitisme, encore un mot qui a mauvaise presse, eh bien, soit combattu. Merci d'avoir introduit le négatif. Bonjour. Merci beaucoup. J'avais une question. Donc, il me semble que dans votre concept d'universalisation, vous établissez une forme de symétrie. Et je voulais vous demander, qu'en est-il des rapports de force, des rapports entre dominants et dominés, notamment dans votre dernière idée sur l'idée d'agentivité politique vis-à-vis de l'urgence climatique, parce qu'il y a des différences de responsabilité en fonction des pays, etc. Voilà.
Mais oui, vous avez mis le doigt sur une des faiblesses, parce que ce que je dis sur l'universel latéral, et donc le multilatéralisme, au fond, la traduction géopolitique et diplomatique de cet universel latéral de Merleau-Ponty que je reprends, c'est le multilatéralisme. Quel est le lieu de multilatéralisme? Les Nations Unies. Si on dit les Nations Unies, tout le monde dit les Nations Unies. Impuissantes à arrêter les guerres, impuissantes à faire ceci, à faire cela, etc. Le principe d'égalité qui est censé y régner, évidemment, il règne peut-être à l'Assemblée générale, mais l'Assemblée générale ne peut produire que des déclarations, en effet, générales. Quand il s'agit de prendre de véritables décisions, vous avez raison d'insister sur l'asymétrie et l'inégalité. Vous avez 5 États qui ont droit de veto, qui siègent de manière permanente au Conseil de sécurité, et vous avez un continent comme le continent africain de 54 pays, aucun de ces pays ne siège au Conseil de sécurité. Mais c'est tout ce que nous avons. Voilà le seul endroit que nous avons où toutes les voix peuvent s'exprimer. En effet, quand il y a une assemblée générale, à une époque, ça a été rappelé par Robert Majori tout à l'heure, j'ai occupé une position, c'était pas une position politique, j'ai été conseiller du président socialiste du Sénégal, Abdou Diouf, et il m'est arrivé d'être dans ces milieux-là. Quand il y a une assemblée générale où toutes les nations sont invitées à s'exprimer, effectivement, les grands de ce monde préfèrent aller prendre un café, parce qu'ils se disent, au moment où on prendra la décision, vraiment, c'est là que nous interviendrons véritablement. Mais les voix du monde s'expriment. C'est donc là qu'il faut probablement travailler aussi. Vous savez, après la Première Guerre mondiale, pour dire plus jamais cela, on a créé la Société des Nations. Et avec la Société des Nations politique, on s'est dit que le ciment véritable, c'était un lieu qui puisse être le lieu de l'humanisme, un lieu de l'esprit, un lieu de la coopération intellectuelle des nations. Et ce lieu, qui s'appelait d'ailleurs institution, quelque chose avec coopération intellectuelle, les philosophes s'y sont investis. Henri Bergson en a été le président tant qu'il en a eu la force. Après, il a été bien trop malade, il a été obligé d'abandonner cette présidence. Mais il avait le sentiment qu'il était de sa responsabilité en tant que philosophe, en effet, d'occuper ce lieu-là et de faire en sorte que la concertation entre les nations, qui pour lui pouvait être une sorte de promesse de ce qu'il avait appelé la société ouverte, qui pour lui était la société humaine dans son ensemble, la sortie des tribus pour aller vers la société ouverte. On oublie, quand on parle de société ouverte, que ce n'est pas Karl Popper qui est le père de cette expression, mais Henri Bergson, et la signification était totalement différente. Eh bien, il lui semblait en effet que le prolongement de sa réflexion philosophique sur la construction de la société humaine, qui serait la société ouverte, qui serait la société humaine, commandait qu'il fût responsable, qu'il remplît les responsabilités qui devaient être les siennes dans cette institution de coopération. La SDN s'est fracassée sur la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on se donne les Nations Unies, et l'équivalent de cet organisme de coopération, c'est l'UNESCO. Eh bien, il n'y a pas de troisième possibilité. Dire qu'on va détruire aujourd'hui les Nations Unies pour construire autre chose, encore que le président Trump, je crois, a son idée d'une possibilité de remplacement des Nations Unies. Mais en dehors de cette idée, c'est ce que nous avons. Il n'est plus question de rejouer le jeu de la destruction de la SDN pour la remplacer par autre chose. Voilà ce que nous avons et ce à partir de quoi nous pouvons essayer de travailler. Faire en sorte que l'égalité se construise à l'intérieur de cette Assemblée générale, à l'intérieur de cette enceinte qui est l'enceinte du multilatéralisme. Je crois que c'est une entreprise dans laquelle il serait bon que les philosophes s'engagent, fassent attention à une institution comme celle-là, de la même manière que Bergson avait estimé qu'en effet, c'était là-dedans qu'il devait s'investir. On dit toujours que ce n'est pas un philosophe politique, mais parce que sa politique visait la totalité.
Ce n'était pas un philosophe de la politique partisane, c'était en effet un philosophe de la politique qui était la visée de la totalité, la visée de la société humaine, la visée de l'humanité. Bonsoir. Mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Je vous en prie. Je suis en haut. Je suis en haut. Vous êtes en haut. Oui, ce côté. Ben, je ne sais pas si c'est vous qui m'éblouissez ou si c'est la lumière, mais le résultat est le même. Alors, déjà, merci beaucoup pour les propos et tout ce que vous avez eu à dire ce soir, des paroles qui ont été très enrichissantes. Ma question serait, pour appuyer vos propos sur le pouvoir des langues qui permettrait de conférer un certain décentrement ou une certaine différence, pourriez-vous soutenir qu'une langue puisse aller jusqu'à transformer notre identité ? C'est-à-dire que le fait de découvrir et d'apprendre une autre langue, apprendre à parler par exemple l'anglais, l'espagnol ou le chinois, en plus de ma langue maternelle, pourrait me conférer une sorte de confiance, me révéler une autre facette de moi-même ou de ma personnalité. Merci infiniment pour cette question. Effectivement, ce que vous apprend une langue autre que vous maîtrisez, c'est la compréhension de vous-même, c'est-à-dire de votre propre langue. J'ai cité tout à l'heure Goethe, le père de la notion de littérature mondiale. La traduction qui fait qu'en effet, on peut avoir quelque chose qu'on appelle littérature mondiale, où il y aura Homère, il y aura Virgile, il y aura Garcia Marquez, il y aura Shakespeare, il y aura également Senghor, il y aura Aimé Césaire, etc. Tout cela nous est donné par la traduction. Mais ce qui est important dans le fait d'apprendre une autre langue, c'est que cela vous enseigne quelque chose sur la nature de votre langue. Goethe l'a dit justement, si vous ne connaissez qu'une seule langue, vous ne la connaissez pas. C'est-à-dire, si vous ne pratiquez que le français, vous n'êtes pas en mesure de voir les particularismes du français. Il vous faut parler une autre langue pour vous rendre compte à quel point votre langue elle-même est particulière. Tout se passe donc comme si le plus court chemin de vous-même à vous-même, c'était un chemin qui passait par l'autre. Et en matière de langue, la leçon n'est pas seulement que vous avez une langue en plus pour enrichir votre CV, c'est important, mais c'est aussi que vous avez une leçon de décentrement. Je vous donne un exemple très simple. Encore une fois, le français et l'anglais, j'imagine que vous parlez les deux, sont des langues très proches. Mais réfléchissez à une chose comme, si je dis en anglais « I locked myself out », c'est toujours ma grande crainte avec les portes. Ça veut dire que je n'ai pas fait attention, j'ai laissé la porte se refermer et maintenant je ne peux plus entrer. J'ai laissé ma clé, par exemple, à l'intérieur. Mais I locked myself out est un intraduisible en français, alors que c'est une expression absolument simple. Mais parce que l'anglais, le sens en anglais repose davantage sur ces petits mots in, up, down, out, ce qui est important, c'est out. Je me suis outé, en quelque sorte, par la fermeture de la clé. Alors qu'en français, ce qui est important, c'est le verbe. Alors qu'en anglais, ce qui est important, ce qui porte le sens, c'est... Et donc, en anglais, vous pouvez fabriquer des mots, des verbes de manière très aisée à partir de noms. Et ça, vous le découvrez quand vous avez la maîtrise de cette langue et vous pouvez en jouer, etc. Mais vous ne comprenez à ce moment véritablement le fonctionnement du français que parce que vous parlez anglais ou allemand, de ce point de vue-là. Et donc, la réponse à votre excellente question est oui. Le rapport à moi-même est un rapport qui suppose la présence de l'autre. D'où ça me ramène à Ubuntu, cette idée au fond que l'humain est dans la relation. Une des traductions du mot Ubuntu, c'est « je suis parce que nous sommes ». L'idée qu'un être humain devient pleinement ce qu'il a à être, c'est-à-dire un être humain,
par l'intermédiaire d'autres êtres humains. Que l'humain n'est pas un état, mais quelque chose à faire, quelque chose à réaliser, et que cette réalisation passe par les autres. Donc la responsabilité, c'est de se réaliser en tant qu'humain. La responsabilité, c'est de surmonter l'humanité, l'impuissance de l'humanité à devenir humanité. Et la responsabilité, c'est aussi d'habiter la terre avec le vivant. Et toutes ces trois responsabilités sont en effet réunies dans ce simple mot, ce concept de Ubuntu.